Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir pour cette nouvelle thématique qui sera consacrée à Taïwan avec Valérie Niquet. Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Et nous allons vous interroger, et nous, c'est Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Nicolas Bavrez, essayiste et avocat. Valérie Niquet, vous êtes chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes spécialiste de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, et vous avez consacré de nombreux ouvrages à la doctrine stratégique chinoise et au Japon. Taïwan, officiellement République de Chine depuis 1945, représentait 23,6 millions d'habitants et un PIB de 585 milliards d'euros en 2020 selon la Banque mondiale. Son niveau de vie est le 15e plus élevé au monde. Son territoire s'étend sur environ 35 000 km². Il est composé de l'île de Taïwan, située à 180 km du continent, et de petits archipels. Depuis 1949, cet ensemble insulaire est revendiqué par la République populaire de Chine, après que les nationalistes du Kuomintang s'y sont réfugiés à la suite de leur défaite face aux communistes, et Pékin considère Taïwan comme sa 23e province. La Chine continentale poursuit une politique de mise à l'écart de Taïwan du jeu diplomatique depuis qu'en 1971, dans le cadre de son rapprochement avec les États-Unis, le régime communiste a remplacé l'ancienne Formose à la représentation de la Chine à l'ONU. Depuis, les États reconnaissant la légitimité de Taipei sont de moins en moins nombreux. Ils ne sont aujourd'hui que 14, même si la plupart des pays entretiennent des relations avec le gouvernement taïwanais. Après le règne autoritaire de Chiang Kai-shek, et jusqu'à sa mort en 1975, le pays a connu sa première alternance politique en 2000. Puis depuis 2016, il est dirigé par le Parti démocrate progressiste, favorable à l'indépendance de l'île, tout en étant soucieux de limiter les tensions avec Pékin. Les études d'opinion montrent que la population est de plus en plus acquise à l'indépendance, notamment les jeunes. Taïwan fait office de modèle de société libérale avancée dans le sud-est asiatique, par exemple, en étant le premier pays d'Asie à autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Avec 3,11% de croissance en 2020, Taïwan a été relativement peu impacté par la crise économique grâce à une politique sanitaire saluée dans le monde entier et un plan de soutien à l'économie. Sur fond de rivalité sino-américaine, la compétitivité de son économie a été renforcée, comme l'illustre le secteur des semi-conducteurs, dont Taïwan est le leader mondial, créant de fortes dépendances dans le monde vis-à-vis de son industrie. Sur Taïwan, François Bujon de l'Étang. Taïwan est un sujet particulièrement intéressant parce que c'est au fond une des principales revendications chinoises en matière territoriale, que Pékin est tout à fait intraitable sur le fait que, bien entendu, il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan fait partie de la Chine. C'est l'acte c'est un dogme pratiquement qui est absolument intangible, et c'est un dogme que Pékin est allé faire accepter par un certain nombre de ses partenaires. Le Taiwan Relations Act, par exemple, américain, mentionne expressément cette phrase. Il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan fait partie de la Chine. Vous le trouvez dans le Taiwan Relations Act de 1979. Alors, c'est paradoxal puisque Taïwan, pendant ce temps-là, est en train de fleurir. C'est un pays qui a eu la sagesse de devenir démocratique après tout le long passé, tous les longs héritages du Kuomintang. C'était au départ une dictature militaire comme une autre, finalement, et passablement corrompue et décadente comme l'était le Kuomintang. Mais après que Chiang Kai-shek ait laissé le pouvoir à son fils, après Chiang Ching-kuo, son fils, les présidents de la République successifs ont eu la sagesse de transformer Taïwan en une démocratie, et Taïwan, à maints égards, apparaît comme un modèle. Au fond, c'est la fusion parfaite du génie chinois et du capitalisme à l'américaine, avec un succès économique qui ne se dément pas, qui est symbolisé aujourd'hui par la puissance de l'industrie taïwanaise dans le domaine des semi-conducteurs, par exemple, et avec un côté
premier de la classe que l'on retrouve encore dans la lutte contre le Covid. Alors, tout ceci sous l'ombre, évidemment, écrasante, menaçante de la Chine d'un Xi Jinping qui ne plaisante pas avec ces choses-là. Alors, au fond, compte tenu de tout cela, j'ai envie de vous poser la question fondamentale. Quelles sont les chances de survie d'un Taïwan démocratique, libéral et quasi indépendant, puisque Madame Tsai Ing-wen, la présidente actuelle, a la sagesse de pratiquer la quasi-indépendance sans jamais prononcer ce mot qui est évidemment tabou. À quelles conditions Taïwan peut-elle continuer à survivre et prospérer comme elle le fait aujourd'hui? Et au fond, de quelles armes dispose réellement Pékin pour l'amener à récipiscence? Parce que les rodomontades, c'est une chose, les actes en sont une autre. Ce sont les questions de base, me semble-t-il. Oui, et beaucoup de questions, effectivement. Alors, avant de répondre à ces questions, j'aimerais apporter deux éléments pour comprendre également ce qu'est Taïwan. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accord de 1979 entre les États-Unis et Taïwan, le Taiwan Relations Act, dans lequel les États-Unis s'engagent à fournir à Taïwan les moyens de se défendre d'une manière équivalente contre la République populaire de Chine, ce qui explique les ventes d'armes régulières américaines à Taïwan. Les autres pays auraient le droit de vendre également des armes à Taïwan. Défensives, oui. Enfin, aujourd'hui, la limite est toujours un peu flou. On voit bien que la Chine essaye de mettre un veto absolu. Mais dans cet accord que les États-Unis ont en Chine, effectivement, ils reconnaissent que la position chinoise est de dire qu'il n'y a qu'une seule Chine. Donc en fait, quand on le lit en anglais et les interprétations qu'ont données pas mal d'experts américains, c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas la position de Pékin, ils prennent en compte le fait qu'il y a cette position-là. C'est ce fameux, on en reparlera tout à l'heure, il y a aussi ce fameux communiqué de 1992 qui avait été signé entre le Kuomintang, donc le parti de Chiang Kai-shek qui a été au pouvoir, qui peut revenir également au pouvoir à Taïwan, et la République populaire de Chine en 1992, et qui, là aussi, reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine sans que cette Chine soit véritablement spécifiée. Est-ce que c'est Taïwan? Est-ce que c'est la République de Chine? Et par ailleurs, la présidente Tsai Ing-wen, qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est donc indépendantiste mais extrêmement prudente, refuse de reconnaître ce communiqué de 1992 qui n'a jamais fait l'objet d'une publication d'ailleurs, qui est juste quelque chose qui aurait été dit, ce qui provoque la colère régulière de Pékin. Pour en revenir à vos questions, Taïwan, la plus grande force de Taïwan évidemment, c'est sa capacité à avoir assuré une transition démocratique, on pourrait dire parfaite. Ça a commencé après Chiang Kai-shek, qui a donné le pouvoir à son fils Chiang Ching-kuo. Donc, on avait beaucoup craint à l'époque, ceux qui étaient en activité à ce moment-là, que finalement la dynastie continue. Et Chiang Ching-kuo, qui a passé d'ailleurs des années de sa jeunesse en URSS, dont la femme était soviétique, c'est intéressant l'histoire de cette famille et du parti Kuomintang, a décidé de démocratiser progressivement, sans aucune violence, la vie politique de l'île. Et les premières élections du président de la République du Kuomintang, mais d'origine taïwanaise, Lee Teng-hui, avait eu lieu en 1986 avec une assemblée populaire locale. Les premières élections au suffrage universel du président de la République, ce même Lee Teng-hui, ont eu lieu en 1996. Et ça avait d'ailleurs donné lieu, de la part de Pékin, à des manœuvres, des gesticulations militaires dans le détroit de Taïwan, avec des tirs de missiles à charge réelle pour tenter d'interdire ou de faire pression pour interdire ces élections. Donc, ça nous amène à un des éléments que la Chine use depuis les années 90-80, depuis cette démocratisation, en fait, qui donne une voix au chapitre à la population taïwanaise, puisqu'avant, il y avait une sorte d'accord Kuomintang, République populaire de Chine, où tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y avait qu'une seule Chine. Chiang Kai-shek disait, on va reconquérir le continent. Mao rêvait à un moment d'en prendre possession sans aucun succès, mais ils étaient d'accord fondamentalement sur le fond qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que Taïwan
Taïwan en faisait partie. Donc, cette démocratisation de Taïwan est quelque chose qui fait la grande force de Taïwan, parce que comme vous l'avez dit, Taïwan est une démocratie parfaitement fonctionnelle et quasiment la seule dans le monde sinisé, en fait. Si on regarde la République populaire de Chine, Hong Kong aujourd'hui, malheureusement, et même Singapour, qui n'est pas non plus une démocratie parfaite. Donc Taïwan, dans le monde chinois, est la seule démocratie qui existe, et c'est en ce sens-là qu'elle pose un défi particulier au régime de Pékin, puisque l'argument de la République populaire de Chine, c'est de dire il n'y a pas de valeur universelle, la démocratie n'est pas quelque chose d'universel, il y a des valeurs asiatiques, des valeurs chinoises, et la démocratie, ça n'est pas possible en Asie, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Taïwan, comme l'Inde d'ailleurs à un autre niveau, surtout l'Inde d'avant Modi, démontre tous les jours que ce postulat est faux. Et c'est un contre-modèle évidemment pour la population chinoise. Juste un dernier petit point. Il y a eu une république de Taïwan indépendante en 1895 que personne ne connaît, qui a duré quelques mois, avec un ministre des Affaires étrangères qui avait été éduqué en France. Il prévoyait des élections au suffrage universel du président de la République. C'était un groupe de notables taïwanais qui refusaient en fait que la dynastie des Qing Manchu ait si facilement accordé Taïwan comme colonie à l'Empire du Japon, et qui donc s'était constitué en république autonome. Ça a encore une fois duré très peu de temps, on connaît très peu cette histoire, mais c'est quelque chose. Donc en fait, Taïwan a quasiment été la première république en Asie, avant même qu'on parle de la période contemporaine. Lionel Zinsou. Oui, c'est très frappant ce que vous dites sur la démocratie parfaite, unique dans le monde sinisé. Moi, une chose qui m'a frappé en allant à Taïwan, c'est aussi un certain rayonnement culturel et la magnificence du grand musée national. Et il y a donc la soft power de Taïwan qui est également culturelle, et évidemment, comme le disait Philippe, en matière économique, une puissance qui est exceptionnel et qui, en matière de technologie, semble même supérieur en fait à la République populaire, qui est obligée d'ailleurs de faire venir de Taïwan de nombreux ingénieurs, et puis dans le domaine des semi-conducteurs, une domination. C'est 10 fois la puissance de l'Europe, 5 fois, 4 fois la puissance des États-Unis dans ce domaine, mais c'est également supérieur. Et d'ailleurs, Huawei, qui est un des plus grands consommateurs de ces semi-conducteurs, est entièrement dépendant, en réalité, des fournitures taïwanaises. Donc, il y a des éléments de ce soft power technologique, culturel, démocratique, renforcé par ce qu'on vient de voir à Hong Kong, me semble-t-il, et en Thaïlande, et en Birmanie, où tout le monde se réfère à Taïwan, et des réseaux sont établis entre les démocrates de l'ensemble de la région. Mais pour revenir à la question de François, est-ce que tout ça, ça protège Taïwan ou est-ce que ça l'expose ? D'une certaine manière, je pense que ça protège Taïwan, et on l'a vu notamment au cours de l'épidémie de Covid-19, c'est que tout d'un coup, Taïwan est devenu visible et en quelque sorte légitime, beaucoup plus légitime qu'il ne l'était auparavant. On le voit au niveau du Parlement européen, où on parle beaucoup plus de Taïwan, on le voit même au niveau du Parlement français, puisque des députés français prévoient de se rendre à Taïwan, ce qui a provoqué la fureur de Pékin, évidemment. Il semble que ce veto permanent de la Chine qui voudrait interdire tout contact entre le personnel politique des grandes démocraties et le personnel politique taïwanais, qu'il soit en activité ou même parfois à la retraite, eh bien ce veto commence à s'effriter en quelque sorte. On voit de plus en plus une volonté, on l'a vu également sur les débats sur l'OMS, même si ça n'a pas débouché sur une réacceptation de Taïwan comme observateur, mais on voit bien que ce soit dans les médias, le débat qu'on a aujourd'hui dans le monde politique, dans les grandes démocraties, l'idée que Taïwan soit en permanence exclu de tout débat, de tout contact, est de moins en moins bien acceptée. Le soft power, c'est une des grandes forces de Taïwan, et ça l'est d'autant plus que, voilà, vous avez parlé de ce grand musée, effectivement, symboliquement, lorsque Chiang Kai-shek a rejoint Taïwan en 1949, après la victoire des communistes, il est parti avec toutes les collections du palais impérial. Et donc, c'est un peu
comme le sceptre d'autocar dans Tintin, c'est-à-dire que c'est Taïwan en fait qui est détenteur des plus grandes collections. C'est à Taïwan qu'on peut voir les plus grandes collections accumulées par les différentes dynasties impériales qui avaient cette tradition. Donc ça, c'est un élément symbolique. Ça entre également tout de même un peu en contradiction avec un discours indépendantiste qui, lui, veut remettre à l'honneur une culture entre guillemets taïwanaise et qui parfois, pour les plus extrémistes d'entre eux, mais qui sont très minoritaires sur l'île, nie la finitude, entre guillemets, de Taïwan. C'est vrai que Taïwan, jusqu'au XVIIe siècle, n'était pas chinois du tout. C'était une population qui venait du Pacifique, avec extrêmement, d'ailleurs, très constituée en tribus, très agressive souvent, mais qui occupait le territoire. Il y a eu ensuite un peu les Portugais, beaucoup les Hollandais pendant quelques années qui s'en sont servis comme base de commerce. Et ce sont les Hollandais, d'ailleurs, qui ont fait venir des Chinois du continent pour cultiver le riz et monter une culture beaucoup plus rentable. Donc, en fait, les habitants venus du continent, et d'ailleurs du sud du continent, ce qui est assez particulier, essentiellement de la région du Fujian, enfin, c'est des populations du sud du continent de la Chine d'aujourd'hui, n'ont commencé à peupler Taïwan, et d'une manière très lente, qu'à partir du XVIIe siècle. Lorsque l'Empire mandchou a repris possession en théorie de Taïwan, eh bien l'empereur à l'époque, Kangxi, a déclaré « mais ça n'est qu'un tas de boue au milieu de la mer, nous n'en avons pas besoin, quelle utilité de récupérer Taïwan ?» Ensuite, il y a eu une vague domination mandchoue, mais très très mal établie, et ça explique pourquoi ça a été si... En fait, pour la dynastie mandchoue, donner Taïwan aux Japonais, c'était pas le pire dans la défaite qu'ils venaient d'avoir avec... Donc Taïwan a été essentiellement chinois de culture, bien sûr, puisque ces populations qui arrivaient du Sud étaient tout de même porteuses d'une culture chinoise, beaucoup japonais, parce que la colonisation japonaise, c'est 1895-1945, c'est très long, et c'est une des rares espaces de colonisation japonaise où les choses se sont plutôt bien passées. Et puis ensuite, la reconquête, entre guillemets, par la Chine, ou la conquête par la Chine à partir de 45, c'est, elle, très mal passée. Il y a eu ces massacres en 47-48, ce qu'on a appelé la terreur blanche. Il y a eu cette dictature de Chiang Kai-shek qui a imposé un contrôle des continentaux sur Taïwan, qui a créé, en fait, ce sentiment de volonté d'autonomie, d'indépendance dans ces populations qui étaient là depuis le XVIIe siècle, très coupées du continent. Donc, ça explique un peu les jeux qui existent aujourd'hui. Et donc, pour en revenir à la force de Taïwan, c'est évidemment sa démocratie. La faiblesse de Taïwan, c'est sa très grande dépendance économique qui existe encore aujourd'hui avec la Chine. Alors, on pourrait parler de codépendance, mais il faut bien voir que 30% des exportations taïwanaises, encore aujourd'hui, bien qu'il y ait une volonté de diversification, c'est vers la République populaire de Chine, et 22% des importations. Donc, ça montre cette très grande imbrication des deux économies, taïwanaise et chinoise. L'économie chinoise a fait ses réformes et s'est développée grâce aux capitaux taïwanais. Quand on parlait des investissements étrangers en Chine, et c'est vrai encore aujourd'hui, à 80%, ce sont des investissements chinois. Chinois qui viennent de Hong Kong pendant longtemps, mais énormément de Taïwan aussi. Donc, Taïwan, la République populaire de Chine a beaucoup joué et joue encore beaucoup sur cet élément qui est Taïwan sans la Chine n'existe plus économiquement. Et c'est en partie vrai. Donc, cette volonté de maintenir des relations tout de même, et c'est ce qui fait aussi la force du Kuomintang, qui joue de cet intérêt des entreprises taïwanaises pour le marché chinois, tout simplement. Donc ça peut être une faiblesse, une trop grande dépendance. L'autre élément, c'est l'élément militaire, de capacité militaire de la République populaire de Chine et de la volonté, de la possibilité éventuellement de tenter une reconquête de Taïwan. Mais là, c'est beaucoup plus difficile, ne serait-ce que parce qu'on imagine mal les États-Unis, bien qu'ils maintiennent une sorte d'ambiguïté, ne pas intervenir si la Chine se lançait à la conquête de Taïwan militairement. Et puis, c'est pas si simple. Hein. Le détroit n'est pas étroit, est tout de même large. Donc même, on imagine des flottilles de bâtiments chinois se lançant à l'assaut de Taïwan. Ça serait pas
facile du tout comme conquête, même si on exclut les Américains. Alors après, on peut imaginer les pressions, le chantage, les menaces aux frappes massives de missiles qui feraient que, comme disent les Chinois, on remporte la victoire avant de l'avoir menée, c'est-à-dire que la population taïwanaise terrorisée, finalement, accepterait une sorte de reconnaissance. Pour le moment, on en est très loin. Nicolas Bavrez. C'est ça qui est intéressant, comme il a été dit, c'est qu'on a l'impression que la stratégie première de la Chine, c'était effectivement la récupération de l'intérieur à travers le Kuomintang ou à travers un certain nombre de patrons à succès qui sont les symboles de l'intégration entre Taïwan et la Chine continentale. Par exemple, le patron de Foxconn qui a essayé de se lancer en politique. Mais sauf que tout ça, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Et que il y a deux évolutions. D'abord, la Chine est passée à un discours beaucoup plus agressif. En matière militaire, il y a quand même la prise de contrôle de la mer de Chine du Sud qui est le premier pas vers une éventuelle intervention sur Taïwan. Et à l'inverse, la population de Taïwan est de plus en plus hostile à la Chine, à la fois pour des questions d'indépendance, mais surtout pour des questions de liberté. Et c'est vrai qu'on a ce paradoxe au moment où dans nos démocraties, on a finalement beaucoup de populisme et finalement une distance qui se crée avec la liberté politique. On a aujourd'hui, en Asie-Pacifique, des gens, et notamment des jeunes, qui sont prêts à risquer leur vie à Hong Kong, en Thaïlande, en Birmanie ou à Taïwan aussi, pour essayer de garder la liberté. Donc ce jeu politique est aussi en train de changer. Et la deuxième chose à mettre en balance, c'est quand même que cette extraordinaire aventure de Taïwan, comme on l'a dit, elle était fondée dans le contexte de la mondialisation sur l'ouverture de la Chine. Et puis qu'elle était fondée quand même sur le fait que les États-Unis et la Chine étaient devenus alliés à partir du milieu des années 70 contre l'Union soviétique, et qu'il y avait une suite certes d'ambiguïté, mais un accord fondamental en tout cas pour geler la situation. Ces deux modèles aujourd'hui sont quand même caducs. Donc il y a avec d'un côté l'aspiration à la liberté, mais un problème de modèle économique à redéployer sans doute vers le monde occidental, et puis quand même un pays qui est sur la ligne de front entre ce qui est maintenant une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Oui, alors cette ligne de front, c'est une des conséquences, c'est justement la question des semi-conducteurs, c'est ça. N'ayant absolument pas l'esprit technique, mais enfin bon. Et donc on a parlé de cette entreprise japonaise TSMC qui a quasiment le monopole avec une entreprise en Corée du Sud, mais dans une moindre mesure, et également au Japon, qui va d'ailleurs ouvrir une nouvelle usine au Japon. Donc on voit une réorientation vers d'autres lieux de production qui seraient les grandes démocraties. C'est un des grands débats qui existent en ce moment, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Taïwan et Australie. Au niveau de l'Asie, comment créer de nouvelles chaînes de production, de distribution sur ces éléments qui sont absolument stratégiques, comme on le voit aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs, comme vous l'avez dit, la vulnérabilité de la Chine, dont on présente toujours la Chine comme étant à la pointe de l'innovation. En réalité, non. La Chine reste un pays qui fabrique, mais elle a absolument besoin de ces éléments qui, eux, sont à la pointe de l'innovation, mais dont Taïwan n'est pas non plus. Alors, Taïwan est à la pointe pour tout ce qui est les fonderies, tout ce qui permet de fabriquer ces semi-conducteurs. C'est essentiel. Ils sont les seuls à quasiment à savoir faire des éléments extrêmement petits par rapport à d'autres pays. En revanche, les brevets, ce sont les États-Unis qui les détiennent, et c'est ce qui a permis aux États-Unis de faire aussi pression sur TSMC, qui au début était un peu ennuyé d'abandonner son marché chinois. Donc, on voit bien que ce jeu-là est effectivement très complexe, mais qu'il y a des réorientations qui sont en cours, et d'une manière plus globale en ce qui concerne l'économie de Taïwan, elle reste très dépendante de la Chine. La Chine a aussi besoin de Taïwan pour toute une série de produits. L'imbrication est telle que même Pékin ne peut pas couper non plus avec Taïwan, même si Xi Jinping parle régulièrement d'une plus grande autonomie. Et puis il y a ce mouvement qui n'est pas aussi important, mais qui existe d'investissement vers l'Asie du Sud-Est de plus en plus. C'est quelque
quelque chose qu'on a vu également au Japon, l'idée et d'ailleurs dont on débat un peu partout, comment sortir d'une trop grande dépendance à l'égard de la Chine en investissement ailleurs, notamment en Asie du Sud-Est. Donc on cherche des solutions. Pour le moment, les résultats pour Taïwan ne sont pas mauvais, vous l'avez dit, une croissance qui est supérieure à celle de la Chine l'année dernière à 3,11%, même si Pékin tente d'englober l'ensemble pour masquer les succès taïwanais. Une croissance prévue à plus de 4% cette année. Donc l'économie taïwanaise ne va pas mal en dépit des tensions avec la Chine. L'élément extrêmement important dont vous avez parlé, ce qui fait aussi la force de Taïwan, c'est, je dirais, la bêtise du régime chinois. Pour parler un peu vulgairement, la Chine a adopté depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, pour des raisons extrêmement complexes, on pourrait revenir là-dessus, mais c'est pas le sujet de l'émission, un positionnement extrêmement agressif, que ce soit d'un point de vue idéologique interne ou externe, et également en termes d'agressivité territoriale. Vous avez parlé de la mer de Chine du Sud, on pourrait parler des actions contre le Japon en mer de Chine orientale autour des îlots Senkaku ou Diaoyu, et également des pressions permanentes, la multiplication des manœuvres militaires, des gesticulations autour de Taïwan de plus en plus, ce qui ne veut pas dire qu'on débouchera automatiquement sur un conflit, parce que, encore une fois, je pense que les militaires chinois sont parfaitement conscients du risque qu'ils prendraient. Et s'ils attaquent Taïwan et qu'ils perdent, le régime chinois, là, se trouverait dans une position extrêmement difficile, y compris pour sa population. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé à Hong Kong, par exemple, la répression et l'adoption de lois qui mettent complètement à bas les accords qui avaient été signés avec la Grande-Bretagne de maintien d'un système politique autonome et plus démocratique à Hong Kong que sur le continent, eh bien tout ça est un très très mauvais exemple pour la population taïwanaise, qui est de moins en moins favorable à une réunification, non pas tellement pour des raisons « nous ne sommes pas chinois », même si ça existe, mais nous ne voulons pas faire partie de ce monde, de ce système politique tel qu'il existe en Chine aujourd'hui. François Bujon de l'Étang. Tout ce que vous venez de dire est très important, et notamment le précédent de Hong Kong, puisque finalement la Chine mettait en avant sa formule « un parti, deux systèmes ». Elle l'appliquait soi-disant à Hong Kong, après les accords conclus avec les Britanniques, mais c'est également ce qu'elle offre à Taïwan. Et ce qu'elle vient de faire à Hong Kong ruine évidemment le modèle qu'elle offre à Taïwan. Mais laissant cela de côté, je voudrais poursuivre avec vous un instant sur la dimension proprement militaire des choses, parce que c'est quand même très important. Nous avons un face-à-face militaire très très menaçant, et nous sommes dans une période où, comme on le sait, la Chine continentale de Xi Jinping a fait un effort considérable pour moderniser sa marine, par exemple, un effort d'armement tout à fait considérable. Alors, en face de cela, Taïwan, bien sûr, dispose de cet accord avec les États-Unis, qui n'est pas une alliance, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, mais qui est bien le Taiwan Relations Act, c'est-à-dire un accord qui autorise les États-Unis à aider Taïwan à se défendre. On est dans une ambiguïté stratégique complète, et qui d'ailleurs aux États-Unis est cultivée par l'ensemble des déclarations des porte-paroles officiels américains, sous quelque administration que ce soit sous l'administration Trump ou sous l'administration Biden. Si vous demandez à un porte-parole américain qu'est-ce que vous faites au cas où la Chine continentale envahit Taïwan, vous avez une réponse d'une ambiguïté totale, parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'ambiguïté stratégique. Ils illustrent la célèbre phrase du cardinal de Retz magnifiquement. Mais alors, en face de cela, que fait Taïwan? Puisque Taïwan a une armée qui est certes importante, mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Le gouvernement taïwanais vient de décider d'augmenter de 10% le budget de la défense en 2020. Bon, 10%, ce n'est pas négligeable. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des achats d'armes sophistiquées. Il y a un accent à mettre sur la défense anti-missile, qui est très très importante et qui suppose évidemment l'aide américaine. Il y a aussi un énorme effort à faire sur la défense civile, puisque l'idée est de faire de Taïwan une île forteresse imprenable. Ça suppose également qu'il y ait toute une partie défense civile qui rendrait très coûteuse et très hasardeuse toute occupation chinoise. Alors, je voulais vous demander comment voyez-vous cela? Est-ce que Taïwan, à votre avis, s'adresse bien au volet militaire
de sa situation? Est-ce qu'elle compte encore sur les États-Unis? Est-ce qu'elle compte trop sur les États-Unis? Est-ce qu'elle ne fait pas assez par elle-même? J'aimerais avoir votre diagnostic sur cette situation. Valérie Niquet. Alors, comme vous l'avez indiqué, il y a pendant longtemps eu une sorte de... certains diraient d'inconscience ou d'indifférence à Taïwan face aux menaces militaires qui, effectivement, avant Xi Jinping notamment, avaient plutôt l'air d'être en phase de décroissance de la part de la République populaire de Chine. Il y a eu de très longues périodes où on n'imaginait plus vraiment Pékin, en dépit des multiples déclarations sur le fait qu'un jour Taïwan reviendrait dans le giron de la mère patrie, pour reprendre le vocable chinois. Donc une sorte de confiance et le fait que ça n'était pas une priorité. On retrouve d'ailleurs ce même type, surtout dans la jeunesse, peut-être de faux sentiments de sécurité. On le retrouve en Corée du Sud, par exemple, où en dépit de cette Corée du Nord très très menaçante, en tout cas en parole, eh bien il y a eu il y a longtemps cette idée que finalement non, la guerre, ça ne viendrait pas. Il n'y a pas cette conscience. Ça a changé effectivement, comme vous l'avez dit. D'abord parce que la République populaire de Chine est beaucoup plus agressive, parce que très récemment, dans les derniers mois, il y a eu cette émergence d'un nouveau discours de la part de Xi Jinping qui semble sous-entendre que bon, on peut attendre, mais quand même pas éternellement. Et que, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens, beaucoup d'analystes qui ont tendance à dire « Ah, mais le temps est du côté de la Chine ». J'en suis pas si certaine. Le régime chinois est très tourné vers le passé, à mon avis très obsolète, assez peu adapté aux transformations que nécessaires pour le monde, dans le monde contemporain dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors que Taïwan est beaucoup plus dynamique d'une certaine manière, et je suis pas certaine que à un horizon même moyen, ce soit le système politique chinois qui finalement l'emporte. Donc il y a cette idée qui est perçue en Chine aussi que finalement le temps ne joue peut-être pas tant que ça en faveur de Pékin, contrairement au discours officiel. Il y a aussi cette année l'anniversaire du Parti communiste chinois, et puis en 49 il y aura le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Tout ça fait que si Taïwan pouvait avoir réintégré la mère patrie avant ces dates-là, eh bien, ce serait idéal. Mais encore une fois, Taïwan d'abord a déjà des moyens qui ne sont pas négligeables en matière militaire, se dote de moyens plus importants, en dépit de la très grande difficulté qui est qu'ils ne peuvent pas se fournir en dehors des États-Unis. Donc, ça limite considérablement les coopérations possibles avec toute une série d'États qui pourraient tout à fait contribuer au renforcement des capacités défensives de Taïwan. Taïwan compte donc beaucoup sur les États-Unis en matière de matériel. Taïwan réfléchit aussi à des choses un peu plus controversées qui sont par exemple de se doter non pas uniquement d'une capacité de défense antimissile, mais aussi d'une capacité de frappe, c'est-à-dire préventive en quelque sorte. C'est-à-dire, on a des débats qu'on retrouve aussi au Japon. Finalement, est-ce qu'il faut attendre que la Chine lance ces milliers de missiles à courte portée qui pourraient frapper le territoire taïwanais, ou est-ce qu'il faut essayer de détruire tout simplement les bases de missiles, ce qui implique des ripostes possibles. Enfin, c'est assez complexe, mais il y a cette réflexion d'une capacité de frappe dissuasive, conventionnelle, mais dissuasive face à la République populaire de Chine. Donc Taïwan, je pense, prend sa défense de plus en plus au sérieux. Mais encore une fois, bien sûr, les États-Unis maintiennent cette ambiguïté stratégique qui est destinée à renforcer l'incertitude auprès de Pékin. Il est très peu envisageable que les États-Unis décident, surtout dans la configuration actuelle, de laisser tomber Taïwan et de ne rien faire. Encore une fois, si la Chine attaque Taïwan, il y a eu l'hypothèse d'une déclaration d'indépendance de Taïwan qui provoquerait est plus difficile. Mais si la Chine décide d'attaquer Taïwan, les États-Unis sont en quelque sorte obligés d'intervenir, tout simplement parce que s'ils ne le font pas, c'est toute la confiance stratégique qui est d'ailleurs déjà un peu entamée auprès de ses alliés en Asie, je pense au Japon
je pense à la Corée du Sud. C'est le risque d'escalade vers des pays qui se diraient, finalement, si les États-Unis ne sont plus là, la seule solution, c'est la dissuasion nucléaire à la française, par exemple, qui nous reste, face à une Chine qui aurait pris possession de Taïwan et qui donc aurait fait une démonstration de force absolument très difficile à accepter pour les pays voisins. Il faudrait imaginer l'URSS qui se serait emparée de Berlin, par exemple, en pleine guerre froide. Qu'est-ce qu'on aurait, et que les États-Unis n'auraient pas réagi. Donc je pense que les États-Unis agiront. Et la puissance chinoise, comme vous le dites, est très militaire. C'est beaucoup développé. La Chine aujourd'hui a des moyens qu'elle n'avait pas il y a quelques années, les porte-avions, etc. Mais cette puissance reste fragile face aux États-Unis. Ils n'ont pas d'expérience du combat. Il y a beaucoup de show-off. Quelle est la réalité derrière ? Certains disent qu'un porte-avions, ça fait très bel effet. Les troupes sont magnifiques, les soldats sont choisis tous de la même taille. Enfin, il y a un côté très très visible de la puissance militaire chinoise. Sous le feu au combat, on est moins certain. Surtout avec les formes de combat qu'on connaît aujourd'hui très rapides. Certains disent qu'un porte-avions, c'est très bien, c'est aussi une magnifique cible. Exactement comme ces territoires en mer de Chine du Sud, dont la Chine s'est emparée, mais enfin qui tiendraient pas 3 jours en cas de conflit réel, je veux dire. Actuellement, ils existent parce qu'on les laisse exister. Donc la puissance militaire chinoise, à mon avis, ne doit pas être surestimée. Elle augmente le coût potentiel. Il y a la puissance nucléaire, évidemment, qui est là, comme moyen de chantage, tout simplement, et qui fait hésiter. Le but de la Chine, c'est de faire hésiter les États-Unis. Suffisamment longtemps. En fait, la stratégie chinoise, c'est utiliser une menace qui ferait hésiter les États-Unis suffisamment longtemps pour que la situation soit réglée en bilatéral avec Taïwan, avec une pression, une menace balistique, par exemple, et que finalement, on règle tout ça avant que les États-Unis n'aient décidé d'agir. Donc ça, c'est effectivement une stratégie que la Chine met en œuvre. Lionel Zinsou. Oui, alors vous êtes également spécialiste du Japon, de sa stratégie japonaise. Quelles sont les interactions ? Est-ce que ce qui se passe en termes d'escalade de la menace à Taïwan, ça fait partie de ce qui alerte le Japon sur le besoin de passer d'approche défensive à plus offensive ? Est-ce que les îlots japonais menacés crée aussi un élément de rapprochement géographique et puis de solidarité. Est-ce que Taïwan pourrait avoir un accord de relation avec le Japon demain comme avec les États-Unis, qui a l'air d'être un débat qui existe au Japon? Et si oui, est-ce que ça renforcerait significativement Taïwan en termes de capacité industrielle en matière de défense ? Enfin, comment on doit interpréter l'impression que l'on a d'une solidarité croissante entre le Japon et Taïwan ? Valérie Niquet. Alors, c'est une question extrêmement difficile parce que ça touche au positionnement complexe, je dirais, du Japon entre son allié principal, essentiel, qui lui permet d'ailleurs de limiter ses efforts de défense pour tout un tas de raisons politiques, stratégiques et autres. Et puis la Chine, qui pour le Japon comme pour Taïwan est aussi un partenaire commercial absolument essentiel. Et on l'a vu encore plus avec cette crise qui suit le Covid-19. Au Japon, alors il y a cette question, le Japon fait face à une pression croissante de la part de la Chine et à des manœuvres militaires et à une présence chinoise de plus en plus constante autour de ces fameux îlots Senkaku qui sont inhabités. Il y en a 5 qui sont tout petits, au large des côtes en fait d'Okinawa, plus proche de Taïwan d'ailleurs que des îles principales japonaises. C'est un peu délicat parce que la République de Chine aussi considère que les îlots Senkaku font partie, en tout cas, ont une revendication sur ces îlots. Simplement, avec Taïwan, il y a eu des accords de partage de zones de pêche et ça n'est pas un sujet de tension majeure. Avec la Chine, ça l'est beaucoup plus. Le Japon, de toute manière, s'il y avait un conflit dans le détroit de Taïwan, serait engagé, qu'il le veuille ou non, et beaucoup de spécialistes des questions stratégiques au Japon, de plus en plus, se pose la question il faut vraiment réfléchir à cette situation, tout simplement parce que c'est au Japon que se trouvent les principales bases militaires des États-Unis
en Asie, dans la zone, et à Okinawa, autour de Tokyo, enfin les grandes bases navales et des États-Unis en Asie sont au Japon. Et donc, s'il y avait un conflit dans le détroit de Taïwan et que les États-Unis étaient impliqués, évidemment, ne serait-ce que d'une manière logistique, le Japon serait impliqué. Il ne pourrait pas rester en dehors en disant c'est pas nous, c'est uniquement les bases américaines. Ce serait assez délicat comme position. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que le Japon, voulant rester extrêmement prudent, on l'a bien vu lorsqu'il y a eu cette rencontre entre le Premier ministre Suga et Joe Biden aux États-Unis il y a quelques semaines, Joe Biden et les États-Unis ont obtenu que les Japonais acceptent dans le communiqué commun qu'ils soutiennent la stabilité dans le détroit de Taïwan, ce qui est une formulation extrêmement prudente. Donc il y a toujours cette contradiction au Japon entre, d'un côté, on a besoin des États-Unis, on accepte il y a une faction au sein du PLD qui est d'ailleurs très très pro-taïwanaise, qui soutient absolument, qui voudrait développer les relations beaucoup plus avec Taïwan, y compris au niveau des députés. Mais il y a également une très grande prudence de la part des milieux économiques, notamment, qui pèsent sur le gouvernement pour éviter d'aller trop loin et fâcher Pékin. Nicolas Bavrez. Je voulais prolonger la question à la suite notamment de cette pandémie. On s'est aperçu que les démocraties, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, les pays qui ont le mieux lutté contre la pandémie sont des démocraties. Et ces démocraties ne sont pas du tout les démocraties occidentales, contrairement à ce qu'on attendait, mais des démocraties asiatiques. Par ailleurs, à cause de cette pression de la Chine, on voit que du côté des États-Unis, il y a l'idée d'organiser une nouvelle grande alliance du monde libre avec 3 piliers. Évidemment, c'est sous direction américaine dans leur idée, avec un pilier européen et puis un pilier asiatique. Il y a le Quad dans lequel on trouve les États-Unis, le Japon dont on vient de parler, l'Inde et puis l'Australie. Est-ce que on a l'impression que ce pilier asiatique, au-delà du Japon, est-ce que ce pilier asiatique est en train de naître? Et est-ce que, évidemment, pour des raisons diplomatiques que chacun comprend, Taïwan ne peut pas en être membre à part entière, mais est-ce que c'est cette espèce de pilier qu'on va peut-être voir apparaître va créer des liens de plus en plus importants entre Taïwan, le Japon, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, voire l'Inde. Et j'ai une deuxième question qui est quand même liée aussi à la remarquable performance de Taïwan sur la pandémie. La vaccination, ça c'est une question plus compliquée, mais je pense que les Taïwanais vont basculer aussi rapidement dans une vaccination généralisée de la population. On a eu l'impression quand même que, là encore, l'espèce de mise au banc de la communauté internationale, mise en place par la Chine, que cette politique tendait à reculer. Notamment, il y a quelque chose qui a beaucoup choqué légitimement, c'est que Taïwan, qui avait les meilleurs résultats en matière de lutte contre le Covid, s'est trouvé exclu de l'OMC alors qu'on avait envisagé un statut d'observateur. Et comme la Chine a fait malheureusement que les États-Unis et l'Europe ont laissé la Chine faire une OPA sur le système onusien et en particulier l'OMS, donc ce statut d'observateur lui a été refusé. Mais on a quand même l'impression, est-ce que vous souscrivez à l'idée que le regard sur Taïwan change et que cette espèce de muraille qui avait été de vide sanitaire qui avait été créé autour de l'île est en train de reculer aujourd'hui? Alors, dans les prises de position, je pense que oui, c'est tout à fait vrai. Comme on en parlait tout à l'heure avec le Parlement européen, y compris, il y a toute une série de déclarations où il y a beaucoup moins ce côté ne pas oser soutenir Taïwan, ne pas oser défendre les positions de Taïwan, y compris la question de l'Organisation mondiale de la santé. C'est quelque chose qui s'effrite, qui a tendance à tomber. Et par ailleurs, dans l'opinion publique, dans les médias, chez la majorité des experts, l'image de Taïwan est extrêmement positive. On a le soft power, on a aussi le modèle démocratique, on a aussi, et encore une fois, ce qui renforce la position de Taïwan dans tous ces secteurs, c'est bien entendu l'attitude de la Chine extrêmement agressive et provocatrice qui ne facilite pas l'acceptation des positions de Pékin. On a beaucoup parlé de la diplomatie des loups guerriers. C'était très facile d'opposer
ce type de diplomatie agressive a une position taïwanaise beaucoup plus modérée et efficace, y compris dans la gestion de la pandémie. Donc effectivement, tout ceci a tendance à reculer. Ça se heurte tout de même à un élément qui n'est pas unique, d'ailleurs, qui se pose pour toute une série de problèmes. D'abord, il y a à l'ONU, il y a le Conseil de sécurité avec ce système de droit de veto. À partir du moment où la République populaire de Chine, depuis 71, représente la Chine, évidemment, toute avancée sur la question de la représentation de Taïwan est bloquée, y compris dans les grandes organisations internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, puisque elles sont une agrégation de tous les États et que la Chine peut tout à fait s'opposer par veto à toute représentation de Taïwan. La Chine, par ailleurs, sans aucun état d'âme et d'une manière très léniniste, je dirais, et pragmatique, utilise le chantage sans aucun complexe. Donc, lorsque le Kuomintang dirigeait Taïwan, eh bien, ils avaient accordé ce statut d'observateur à Taïwan à l'OMS. Lorsque Tsai Ing-wen a été élu, ils lui ont immédiatement retiré avec l'idée, si vous acceptez ce fameux communiqué de 92 dont je parlais au début. Si vous l'acceptez, on verra. Sinon, non. Et c'est difficile de s'opposer à la Chine, sur ces questions-là, la Chine fait partie de ces grandes institutions et a les moyens de tout bloquer. Donc, à ce niveau-là. En ce qui concerne la reconnaissance de Taïwan, bon, pour le moment, ça n'est pas du tout un sujet, mais on peut imaginer, et certains experts avaient posé la question, si tous les pays, les grands pays démocratiques décidaient finalement une double reconnaissance, qui serait la reconnaissance de la République populaire de Chine et celle de Taïwan, que ferait Pékin ? Rompre les relations diplomatiques avec l'ensemble des grandes puissances démocratiques qui font également partie de ses principaux marchés. On peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on est aussi paralysé que ce que Pékin essaye de nous faire entendre, c'est-à-dire si vous reconnaissez Taïwan, il n'y a plus de relation avec la Chine. Ce serait très difficile s'il y avait un mouvement. Quand on parle de communauté de démocratie, s'il y avait un mouvement global de toutes les grandes puissances, sauf sans doute la Russie, mais je veux dire, qui déciderait finalement de cette double reconnaissance. Il faut juste rappeler que s'il n'y a pas une double reconnaissance, c'est aussi de la faute de Taïwan à l'époque. Chiang Kai-shek l'avait refusé. C'est-à-dire qu'on avait proposé 2 sièges à l'ONU, et Chiang Kai-shek, persuadé qu'il allait pouvoir reconquérir la Chine et très agacé par la décision des États-Unis, avait fièrement refusé cette double reconnaissance. C'est aussi de là dont, à l'époque, Mao aurait été obligé d'accepter. Donc il y a ces éléments-là. Effectivement, ça s'effrite. Pas au point de dire, eh bien, finalement, reconnaissons Taïwan. Qu'est-ce qui se passerait ? C'est intéressant comme sujet. Et quant à ce pôle, justement, en Asie, Taïwan fait partie d'un dispositif extrêmement important d'un point de vue militaire. C'est que c'est cette première chaîne d'îles qui va du Japon jusqu'aux Philippines en englobant la mer de Chine. Et que si Taïwan tombait, même si Taïwan ne fait pas officiellement partie de la Quad, et c'est la raison aussi pour laquelle, pour les États-Unis, on peut difficilement envisager qu'ils n'interviennent pas. Si Taïwan tombe, c'est une ouverture directe pour la Chine vers le Pacifique, et donc ça modifie considérablement les équilibres stratégiques dans la région. Et nous, la France, diplomatiquement, stratégiquement, culturellement, économiquement, qu'est-ce que nous faisons ? Donc la position de la France à l'égard de Taïwan, évidemment, c'est celle de l'ensemble des pays, y compris des pays européens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reconnaît la République populaire de Chine, il y a une seule Chine, donc on n'a pas de relation diplomatique avec Taïwan. En revanche, comme également l'ensemble des pays, on a des relations quasi-diplomatiques ou pseudo-diplomatiques avec des représentations, d'ailleurs, qui ont un statut diplomatique, que ce soit pour les Taïwanais en France ou pour la représentation de la France à Taïwan. En termes économiques, il est certain que les relations de Taïwan avec l'Europe, d'une manière globale, sont beaucoup plus limitées que les relations avec les États-Unis et les voisins asiatiques, à commencer par la Chine. Puis je crois que les exports, c'est autour de 6% de leurs échanges avec l'Union. Je crois que c'est 10% de nos exportations quand même de l'Union européenne vers Taïwan et 6% des importations et des importations en provenance de Taïwan. Donc, en quelque sorte, avec Taïwan, l'Europe est
bénéficiaire et non pas déficitaire, comme c'est le cas avec la Chine, mais c'est beaucoup plus limité. La France, je pense, ne va pas franchir le pas, encore moins seule, d'une reconnaissance éventuelle de Taïwan, mais encore une fois, on a vu une évolution des positions avec ces prises de position qui ont suivi, encore une fois, des députés français qui doivent se rendre à Taïwan, ça a été extrêmement violemment critiqué par Pékin et par l'ambassadeur de Chine en France, mais ça a été soutenu par le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui a rappelé que, on pouvait tout à fait, que la Chine en avait le droit. Et par ailleurs, c'est nouveau, parce que pendant très longtemps, le pouvoir français, il y a plusieurs années, était plutôt extrêmement prudent et n'encourageait pas du tout ce type de visite et n'aurait sans doute pas soutenu publiquement cette initiative. Donc on voit qu'il y a une évolution très importante et que, encore une fois, l'image de Taïwan comme une démocratie mature, un partenaire légitime en quelque sorte, s'est imposée dans l'opinion publique, y compris au niveau politique. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je voulais faire 3 remarques sur le thème de l'évolution, justement, dont parle Valérie Niquet. Il y a une évolution, il y a un tournant pour l'instant, en réalité, sous nos yeux. D'abord, l'isolement diplomatique de Taïwan, il est très relatif. C'est vrai qu'il y a tout ce débat sur la reconnaissance qui a un côté un peu académique, parce qu'on ne va pas aller reconnaître massivement Taïwan du jour au lendemain, et en France, la question ne se pose même pas, par exemple, diplomatiquement. Mais il y a un institut français à Taïwan, et il y a l'équivalent taïwanais à Paris, qui sont des non-ambassades. En réalité, on en plaisante même au Quai d'Orsay. On dit, est-ce que vous en avez parlé à notre non-ambassade à Taïwan? C'est sous ce vocable très souvent qu'on parle de l'Institut français. Moi, j'ai effectué un certain nombre de missions à Taïwan. J'ai eu le sentiment de faire des missions diplomatiques tout à fait officielles. Je suis arrivé avec mon passeport diplomatique. Je me suis appuyé sur la non-ambassade, qui était très efficace et qui est très, très connaisseuse, qui parle chinois, qui commande le mandarin, etc. Donc, c'est assez relatif en réalité. Et Taïwan entretient ce type de relation avec tous les grands partenaires. Avec les États-Unis, c'est pareil. Moi, je voyais régulièrement à Washington la représentante de Taïwan, qui était la non-ambassadrice. Enfin, mais de facto, ils ne sont pas isolés. Ils n'ont pas le droit d'être observateurs à l'OMS, en effet. Mais d'un autre côté, alors c'était ma deuxième remarque, ça ne les empêche pas de bénéficier pleinement du tournant Covid. Le tournant Covid, il est très fort. Il projette une mauvaise image de la Chine populaire qui fait obstacle aux missions internationales, qui est d'une opacité complète et qui est toujours soupçonnée d'avoir manipulé génétiquement je ne sais quoi et d'avoir été à l'origine de la pandémie. À côté de Taïwan, le bon élève, au contraire, qui a réussi magnifiquement sa campagne anti-. Donc ce tournant, il existe dans l'opinion mondiale, en réalité, et il bénéficie fortement à Taïwan. Et alors ceci entraîne des débats qui lui sont positifs. Je reviens sur ce que nous disions, vous et moi, de Taïwan et des États-Unis tout à l'heure. Il y a une ambiguïté stratégique américaine très forte, mais les débats, pour l'instant, à l'intérieur des cercles d'experts américains, ne sont pas pour dire on va laisser tomber Taïwan, etc. Ce sont des débats pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire pour sortir de l'ambiguïté stratégique en étant beaucoup plus explicite et en disant Taïwan, c'est un casus belli, si la Chine populaire attaque Taïwan, nous protégerons Taïwan. Donc le débat stratégique, il est dans ce sens. Alors si vous mettez tout ça bout à bout, ce sont des sujets différents. Mais vous voyez, il n'y a pas d'isolement diplomatique, il y a un débat stratégique américain, et il y a, alors pour reprendre l'expression de Lionel Zinsou tout à l'heure, un soft power, une espèce d'image de Taïwan qui est bonne au moment où l'image de Pékin se détériore. Il y a tout ce panorama. Valérie Niquet. Ben oui, effectivement. Et c'est vrai que le Covid-19 a joué un rôle de tournant, mais de révélateur en quelque sorte, en mettant sur le devant de la scène et peut-être dans une opinion publique qui n'avait pas toujours une très grande connaissance du statut de la situation de Taïwan, eh bien en fixant les projecteurs sur l'île, en contrastant avec ce qui se passait en République populaire de Chine. Il y a eu aussi cet épisode qui voudrait que Taïwan aurait en quelque sorte alerté l'OMS assez rapidement d'une épidémie en Chine, sans que cette alerte soit immédiatement prise en compte, sans doute sous pression chinoise. Bon, on a un débat aujourd'hui, par exemple, sur les vaccins à Taïwan,
Ceci dit, sur les vaccins, l'Asie n'est pas un modèle par rapport aux autres démocraties. Ils se sont sentis trop protégés peut-être par le faible nombre de cas. Donc la position de Taïwan s'est considérablement améliorée sur la scène internationale. Reste que pour le moment, il n'y a pas de légitimité officielle de ce non-État, État, non-État. Enfin, c'est un statut extrêmement particulier. Et que la Chine continue ses pressions pour réduire systématiquement la surface diplomatique de Taïwan. On l'a encore vu avec, je crois, un des derniers États qui reconnaît Taïwan, le Paraguay, où la Chine a, en quelque sorte, expliqué des vaccins, oui, mais en échange, vous abandonnez Taïwan. Donc des chantages absolument sans aucune retenue. Et puis la grosse question qui se pose un peu moins, mais qui a été beaucoup débattue, évidemment, ça sera celle du Vatican, qui continue de reconnaître Taïwan, mais on sait qu'il y a beaucoup de débats au Vatican, ceux qui pensent qu'il est temps de revenir vers la Chine, ne serait-ce que pour lutter contre le développement rapide des sectes protestantes en Chine même, qui sont aujourd'hui beaucoup plus importantes que les catholiques. Donc il y a tous ces débats-là. Le fait que Taïwan ait une existence non reconnue pose quand même un certain nombre de problèmes. Après, si on veut être, je ne sais pas si le mot provocateur convient, mais on peut aussi imaginer que finalement l'avenir de la Chine, ça soit Taïwan, tout simplement. C'est-à-dire que si la Chine n'arrive pas à passer par ce même processus de démocratisation apaisée, les choses peuvent aller très très mal en République populaire de Chine. Là, l'économie ralentissait avant même l'épidémie de Covid-19. Il y a tout un tas de défis. On l'a vu avec la démographie, par exemple, mais pas uniquement. Et le contrôle politique, la capacité à innover, à s'adapter au monde dans lequel on est aujourd'hui, l'environnement. Enfin, tout ceci fait que la Chine est quand même face à des impasses ou à des failles très graves qui imposeraient une évolution du système politique. Et le modèle réussi dans le monde chinois aujourd'hui, c'est Taïwan. Donc, peut-être, on peut imaginer que s'il y a une succession à Xi Jinping, de la part notamment d'élites chinoises qui trouvent que le résultat n'est pas très positif pour Pékin, eh bien, le modèle taïwanais s'impose aussi sur le continent. C'est à Lionel Zinsou que reviendra la dernière de nos questions. Bon. Donc, je ne vais pas me limiter à ajouter au Paraguay le Burkina Faso, qui vient de rompre sa relation. Qui vient de rompre, oui. Bon. Non, écoutez, c'est fascinant parce qu'on entend la conversation avec vous en se disant « pauvre Taïwan » et on pose comme première question, mais comment vont-ils résister? Ont-ils quelques armes? Et on en sort en pensant la République populaire de Chine ne va pas très bien et son avenir est Taïwan. Donc on est merci parce que c'est assez rare que nous ayons des basculements de cette importance. Et pour aller dans le même sens, il y a en matière de capital, en matière de financement, une capacité de Taïwan d'être beaucoup plus encore influente. Et on le voit avec les projets d'investissement au Japon, en Arizona, des grandes entreprises. Vous avez dit tout à l'heure 80%, et ça c'est surtout vrai de la technologie, mais c'est assez vrai aussi des biens de consommation, des investissements du décollage chinois des années 80, c'est des capitaux chinois de partout, de Malaisie, de Singapour, de Hong Kong, mais surtout de Taïwan, et ils peuvent parfaitement se redéployer, et il y a des réserves de change considérables, il y a une rentabilité et des réserves de liquidité considérables dans le secteur privé taïwanais, et donc ça c'est peut-être également quelque chose, à un moment où il y a des facteurs de faiblesse, des facteurs démographiques très préoccupants aussi qu'on n'a pas ajoutés. Donc il y a des éléments de faiblesse du modèle chinois. Ne parlons pas de la reprise de la pollution de façon extraordinaire avec la reprise verticale de l'économie en 2021. Et donc oui, il y a peut-être aussi dans le domaine financier une capacité de Taïwan de déployer des moyens de protection. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une très grande force de Taïwan. C'est aussi, alors quand même, le bémol, c'est que pour beaucoup d'investisseurs taïwanais, quand même, les investissements en Chine, et on a le même cas avec le Japon et la Corée du Sud, c'est beaucoup plus, je dirais, pratique. Je ne sais pas si c'est le même mot, mais il y a une communauté, il y a des infrastructures qui existent, il y a maintenant plus de 30 ans d'investissement qui font que le redéploiement, comme pour toutes les grandes économies, reste finalement assez difficile en dehors de la Chine, et que la Chine reste encore un des pôles de la croissance en Asie dont il est difficile de s'extraire.
Valérie Niquet, je vous remercie beaucoup. Je remercie Cyprien Legrand avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, Olivier Magloire qui veille à nos plateformes de financement, tandis que Nicolas Tourneau veille à notre site. Nous sommes produits par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville et nous enregistrons cette émission au studio Arrière-Boutique. Merci et à la semaine prochaine à toutes et à tous.